Vincent Ducret, le cofondateur du Hub Institut, et je serai votre host pour ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit dans notre démarche qui s'appelle Business Recovery Challenge. Je pense que vous avez pu le voir, on a été assez actifs depuis le début. Nous, on pense que notre rôle dans cette crise, elle est d'accompagner les entreprises pour essayer de les aider sur quand, en gros, ça va être la reprise, mais aussi, évidemment, les territoires. Et c'est tout l'objet aujourd'hui de ce webinaire. On a plus de 150 inscrits. On a plus d'une vingtaine de villes qui se sont aussi inscrites pour suivre un peu ce qui se passe, que ce soit du Québec, de Belgique, de Suisse, de France. Voilà, donc on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour échanger quelque part sur les 10 challenges de la ville résiliente. On est très heureux d'avoir avec nous en deuxième partie Aziza Akmouche. Aziza, bonjour. Bonjour. Voilà, très heureux de vous avoir avec nous. Pour démarrer, du coup, donc ça, c'était un peu la tradition Hub Institut. On va vous partager quelques insights qu'on a pu suivre ces dernières semaines autour du challenge des villes. Alors, si vous voulez nous suivre et amplifier un petit peu nos échanges, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, le hashtag, c'est Business Recovery Challenge, et les comptes à suivre sur Twitter, en tout cas, c'est HubCities et OSCD_local à suivre absolument. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes le Hub Institut. On a plus d'une centaine de membres aujourd'hui. On produit à peu près une quinzaine de reports par an. On organise 40 événements online comme celui-là ou offline quand c'est possible. On forme à peu près 10 000 personnes. Et puis, quand c'est possible aussi, on fait des learning expéditions, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde. Et on reçoit au Hub Lab plus de 150 événements. Voilà un peu les membres qui nous suivent à l'année. On les remercie d'ailleurs, ils sont nombreux à nous suivre ce matin. Merci pour votre fidélité. Alors, pour ceux que ça intéresse, juste pour vous signaler que depuis maintenant 15 jours, on organise beaucoup de webinaires d'entreprises aussi. Ils ont fait beaucoup de keynotes. Vos collaborateurs sont confinés chez eux, mais du coup, ils sont à un clic, je dirais, de rejoindre du coup des webinaires et des événements corporate qu'on peut organiser. On le fait sur Microsoft Teams, sur Google Meet, sur Workplace et sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Voilà. Alors, nos prochains rendez-vous, on aura donc un modèle de ville durable, donc ce sera le 5 mai. Et puis, si le déconfinement le permet, on se réunira en physique pour le Hub Talk du 26 mai. Et sinon, on fera en ligne comme on l'a fait pour les autres. Voilà. Alors, le grand rendez-vous, sinon pour nous et pour la communauté, c'est donc le 30 juin, mardi 30 juin, où on se réunira pour notre Hub City Summit, l'occasion d'échanger sur les enjeux de la ville durable. Et l'autre rencontre qu'on organise, c'est le mardi 7 mai, sur les sujets de la santé connectée sur lesquels on travaille maintenant depuis un certain nombre de semaines. Voilà. Donc, sans plus tarder, les 10 challenges de la ville résiliente, sur lesquels, d'ailleurs, j'aimerais remercier les équipes du Hub Institut qui m'ont beaucoup aidé pour réaliser ces slides. Et donc, nous, on pense que clairement, le temps de l'action mesurable est venu. On n'est plus maintenant dans la période où on pense qu'il faut dire « je vais faire », c'est dans la période où on va pouvoir faire et mesurer immédiatement et communiquer sur les actions et non plus uniquement sur les ambitions. Je rappelle du coup notre matrice, donc les 10 challenges de la ville, le focus citoyen, les focus infrastructure, le focus gouvernance. Donc voilà, focus citoyen, voilà la gouvernance, l'infrastructure et ici le focus gouvernance. Donc c'est un peu nos 10 challenges. C'est comme ça qu'on travaille au Hub sur les sujets de la ville aujourd'hui. Et pour démarrer, du coup, je suis très heureux de vous partager les premières tendances qu'on voit sur l'angle citoyen, sur l'angle usager. Voilà. Et on va démarrer tout d'abord par les enjeux liés à la mobilité. Alors, ce qu'on retrouve un peu dans toutes les villes aujourd'hui, c'est évidemment la gratuité du stationnement, voilà, mais c'est aussi voilà le maintien essentiel des services, voilà la participation des forces de police et autres. Et c'est aussi l'occasion évidemment d'accompagner et d'aider ceux qui sont dans le besoin en maintenant des actions de solidarité. Voilà. Alors, si on prend par exemple le cas effectivement à Hong Kong en Chine, eh ben ils ont mis en place des robots pour participer au nettoyage des rames, puisque beaucoup d'usagers n'utilisent plus les rames
parce qu'ils ont peur effectivement du virus. Donc, des robots sont venus aussi aider un peu les humains pour nettoyer les rames. Alors là, c'est dans la période de déconfinement, mais du coup, à Shanghai, dans le métro, eh ben, vous devez du coup présenter, scanner un QR code en rentrant dans une rame. Donc, ça permet éventuellement d'identifier vos antécédents médicaux. Évidemment, c'est pas des choses qui arriveront en France, mais et en même temps, en indiquant la rame dans laquelle vous montez, si dans une semaine ou d'autres, il y a un cas positif qui a été identifié, on pourra vous signaler que vous avez été dans la rame de cette personne, même des semaines plus tard. Donc, ça marche dans les deux sens, et dans la détection en physique, et en même temps, a posteriori, éventuellement, vous identifier et vous signaler. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années au sein du Hub des enjeux de l'impression 3D béton. Et donc là, on a vu le cas justement en bordure de l'hôpital en Chine, qui a été construit extrêmement rapidement à Wuhan, où du coup des petits bungalows en béton ont été construits pour le personnel soignant, et ça a permis du coup en quelques heures de pouvoir essayer de répondre à la demande. Et voilà, donc une maison en gros, ça met 2 heures à construire. Et donc, ils ont pu essayer comme ça de faire beaucoup d'hébergements d'urgence pour du personnel qui venait d'autres régions de Chine pour aider à la situation. Autre cas qu'on a suivi, il y a beaucoup de cas en France. À chaque fois, on a pris des cas qu'on a trouvés dans le monde ou en France. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est juste de retenir l'idée. L'idée, ici, c'est en Inde, où en fait, il y a eu dans l'entraide du partage de livres qui passait par le petit assemblée du village pour encourager le transfert de la culture, justement, même dans les villages très reculés, en participant à l'échange de livres, évidemment, qui étaient décontaminés. Alors, il y a aussi beaucoup d'initiatives pour essayer de répondre aux besoins de l'augmentation des livraisons. Et donc là-bas, c'est des magasins aux États-Unis, mais il y en a évidemment beaucoup en France qui font appel aux volontaires pour aider à emballer les kits alimentaires de quarantaine pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles. Donc un gros élan vraiment de volontaires, et on l'a en France. Alors là, on l'a aussi en France, mais à Los Angeles, ils ont aussi annoncé du coup qu'ils avaient décalé les mesures en gros d'expulsion dans le cadre du coronavirus pour au contraire laisser les gens au domicile pour limiter la propagation. Et au Portugal, donc ça c'est assez impressionnant, le Portugal, ils ont du coup temporairement, en gros, ils ont du coup permis aux immigrés clandestins de bénéficier de nouvelles protections et les légaliser pour leur permettre temporairement d'avoir des subventions et pour pouvoir rester chez eux et avoir un peu de ressources. Alors en France, il y a eu évidemment beaucoup d'aides. On a vu beaucoup d'initiatives autour de l'impression 3D, autour des masques, autour des visières aussi. Donc là, on a ce cas justement en France à Montpellier, à Toulon, pardon, et à Montpellier, mais c'est aussi le cas aussi à Paris et dans beaucoup de régions. Vous avez du coup ces applications mobiles qui permettent du coup aux médecins de garder un lien distant et un suivi médical pendant 15 jours avec les patients. Ça limite les flux du coup dans les milieux hospitaliers et ça permet de suivre les patients à distance et à laisser confiner chez eux. Donc c'est intéressant ce nombre d'initiatives qui sont pour l'instant isolées peut-être. Enfin, on entend parler de pas mal d'initiatives du gouvernement sur des applications de suivi au niveau national, mais pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé, c'est plutôt intéressant. Alors ça c'est en Angleterre, Dyson qui en moins de 10 jours a mis en place et a développé justement des ventilateurs, donc impressionné par la rapidité avec laquelle ils se sont mis en place. Il faut évidemment signaler le cas français, entre autres, entre Air Liquide et PSA qui se sont rapprochés pour essayer d'augmenter la production, effectivement, là aussi, de ventilateurs. Et puis là, tout le monde l'a vu, hein, donc les usines donc de parfums et de cosmétiques, de LVMH qui sont transformées en usines justement de gel hydroalcoolique. On voit un des échantillons qui était envoyé du coup dans les hôpitaux. Et puis aux États-Unis, du coup, pour faire face à l'augmentation des livraisons à domicile, un massif recrutement, plus de 100 000 personnes, pour essayer d'aider justement la livraison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une initiative justement de Uber aux États-Unis qui encourage ces chauffeurs qui sont au chômage technique à rejoindre du coup Uber Eats et Amazon pour en gros aider à la livraison de colis. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a des initiatives entre entreprises aussi. Alors ça, on voulait le mettre aussi
Nous, on le voit évidemment, et je pense que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'entraide. Donc là, c'est un cas du coup à Seattle de l'entraide entre commerçants. Donc c'est business saving business. Ils s'organisent des vidéoconférences pour s'entraider entre commerçants, essayer de trouver des solutions pour tous ensemble s'en sortir. Voilà, donc on voulait les souligner. Il y a eu beaucoup d'initiatives évidemment aussi en France. Donc là, on retient le cas effectivement en Irlande, de l'ouverture des magasins le plus tôt pour permettre aux personnes âgées de pouvoir faire leurs courses. C'est le cas évidemment en France dans certains points de vente aujourd'hui. Et on retient en Italie, du coup, qui est, comme vous le savez, fortement touché, l'initiative de Supermercado 24 qui, en gros, propose la livraison gratuite aux plus de 65 ans pour vraiment les laisser confiner, en gros, là où ils sont. Et en France, on a ces cas, effectivement, de points de vente qui organisent, d'ailleurs comme aux États-Unis, des paquets de confinement clé en main, tout prêt. Alors, ce qu'on retient aussi, c'est au niveau urbain, vraiment le fort développement, et je pense que ça va perdurer à l'issue du confinement, vraiment des pods, des voitures autonomes qui livrent à domicile du coup des repas et des courses. Donc, on a l'exemple ici de e-Delivery for You de Valeo, qui, avec le géant de la livraison alimentaire Muten, du coup, propose du coup de livrer à domicile directement. C'est valable aussi pour les produits médicaux. Alors, aux États-Unis, ils avaient démarré gentiment par la mise en place de petits robots pour, on va dire, rendre un peu au cœur des discussions le sujet du coronavirus et sensibiliser les gens. Donc, on n'est plus du tout à l'heure du petit robot, là. On a vu l'évolution. Là, on est vraiment dans une logique de confinement forte là-bas aussi. Ce qu'on retient, c'est que les Coréens ont été les premiers, en gros, à vraiment pousser le dépistage en drive-in avec un test très rapide. Il y a eu un cas à Paris autour de la mairie du 17e arrondissement qui a proposé ça. Donc là, il y a des exemples qui sont en train de s'organiser aussi autour des centres médicaux privés à Paris, pour ceux que ça intéresse. Et puis, en Chine, là, on retourne à Wuhan, la mise en place de robots directement dans les hôpitaux pour aider le personnel soignant et les auxiliaires à pouvoir délivrer en chambre, du coup, de l'alimentation et des produits et essayer de limiter la propagation du virus. Alors, ça, je pense que c'est une boîte dont on entendra pas parler dans les prochains mois, qui s'appelle voilà eSpeed et qui permet de manière holographique, c'est-à-dire dans l'air, d'afficher les boutons du coup des ascenseurs. On sait que les ascenseurs sont fortement impactés par le virus et les boutons évidemment. Et donc du coup, c'est une solution intéressante pour sans contact appuyer sur l'étage où on veut aller. Donc, à suivre pour cette initiative. D'autres cas, on passe rapidement, hein, la commande de café pour le milieu hospitalier sans contact, uniquement voilà, par les gestes. Et alors ça, c'est intéressant. Évidemment, ça ne sera pas possible en France, mais c'est des distributeurs de masques qui, du coup, vous obligent à mettre votre carte d'identité et, du coup, à vous donner un lot précis de masques pour limiter justement les trafics et qui, du coup, peut vous proposer aussi de prendre vos températures et votre santé, ce qui permet de savoir un petit peu dans quel état vous êtes. Voilà, donc ces distributeurs de masques, je ne sais pas si un jour on les verra en France, mais en tout cas, c'était assez intéressant à suivre. Et en France, pour conclure sur cette partie focus citoyen, c'est intéressant de voir quand même que ce collectif EdTech France a rassemblé plus de 250 entreprises pour mettre à disposition des contenus gratuits et des technologies gratuites dans le cadre du confinement pour aider à l'éducation des enfants. Voilà pour cette première partie. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, les enjeux liés à l'infrastructure. Donc l'infrastructure, les énergies, l'environnement, l'agriculture et toute la partie attractive city. Alors, sans plus tarder, premier cas, d'abord en Mongolie, c'est un pays dans lequel il y a énormément de mines et du coup, beaucoup de chantiers sont maintenant pilotés à distance grâce à la 5G pour limiter les risques d'exposition des ouvriers. Donc ça, c'est un cas intéressant à mon avis qui va aussi se développer, qui c'était déjà parmi les projets de la 5G industrielle, mais je pense que ça va s'accélérer à l'issue du confinement. Il y a Huawei qui, du coup, dans le cadre de l'hôpital qui a été construit, des 2 hôpitaux qui a été construits à Wuhan, et ont mis en place, du coup, pas mal de plateformes technologiques de 5G pour permettre d'alimenter voilà, toutes les équipes en information stratégique. Et là, on en parle encore assez peu. On l'a vu en France avec la demande justement des agriculteurs d'avoir du coup des gens pour les aider dans les champs. En Chine, ils étaient encore plus stricts que ça, donc il n'y avait personne pour les aider. Et du coup, il y a eu un boom des drones agricoles
pour diffuser en gros les engrais et pas mal effectivement de choses pour accompagner, n'est-ce pas, la croissance des plantes et ne pour pas freiner la production agricole et du coup anticiper une possible famine si évidemment il n'y a plus rien qui est produit en Chine au niveau alimentaire. C'est un point qu'il faudra évidemment voir côté français dans les prochaines semaines si le confinement continue. En France et à Paris, très culture évidemment, donc là aussi, mise à disposition de beaucoup de contenus artistiques pour permettre depuis chez soi de voir des choses qui normalement sont accessibles que en physique. Donc là, on peut souligner toutes les initiatives qui ont été prises en main. Il y avait aussi Facebook qui a lancé Ensemble à la maison, qui a fait pas mal de bruit avec tous ces chanteurs qui se produisent chez eux. Et ça, donc là, nous, on a pas mal d'infos et d'échos là-dessus. Donc ce sont toutes ces conférences qui du coup basculent en virtuel sur Internet, des conférences B2B, des conférences B2C, et du coup, il y a pas mal d'initiatives qui vont avoir lieu sur les prochaines semaines, par exemple sur le e-sport. Voilà, donc c'est aussi le moyen pour le secteur de s'organiser et d'être en capacité de créer des événements, voilà, à la fois virtuels et réels, hybrides. C'est ça aussi l'enjeu. On conclut avec trois aspects. Les SHP safe. Et là, c'est le cas qu'on n'aura pas non plus en France de la Corée du Sud, qui a mis en place une application de protection, en gros, des personnes qui sont en quarantaine. Donc, elle suit plus de 30 000 personnes en Corée du Sud. Et si la personne sort de sa zone réglementaire, et ben là, il y a une alerte désolé, il y a une alerte qui se déclenche. Et ça, c'est pour limiter justement les super contaminateurs locaux. Ben, en tout cas, c'est pas forcément hyper démocratique, mais on voit que, en tout cas, en Corée du Sud, les cas sont gérés. Autre situation aussi, où en Chine, votre QR code, du coup, dans Alipay, quand vous les payez, il change de couleur en fonction du fait de savoir si vous êtes, en gros, déjà contaminé ou pas. Donc, rouge, orange ou vert. Et ça permet aux gens avec qui vous interagissez de savoir, en fait, que vous êtes potentiellement à risque. Voilà. Pour conclure, quelques éléments. Les drones qui sont massivement utilisés, que ce soit en Espagne, on a vu les expérimentations aussi à Nice. Voilà. Et alors là, c'est triste aussi. C'est en Nouvelle-Zélande, ils ont mis une plateforme du coup de délation pour un peu dénoncer son voisin qui ne respecte pas le confinement. Et les serveurs ont sauté dès le premier jour, tellement il y avait de gens qui contribuaient à dénoncer son voisin. Pour conclure, voilà, c'est ces technologies qui permettent aujourd'hui de détecter en Chine, donc ce ne sera pas forcément évidemment possible en France, mais les gens, même avec un masque, en fait, et en même temps de connaître à distance leur température. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait identifié. Et à l'heure où certains refont la roue, on salue l'initiative de l'État de Singapour qui a utilisé WhatsApp que tout le monde a dans son téléphone pour envoyer de manière récurrente un flux d'informations certifiées, d'informations sur le Covid. Donc, le gouvernement français a lancé la notification. Là, c'est directement des pushs dans les réseaux sociaux. Donc, ça sera intéressant de suivre, de voir si le gouvernement français lance un compte officiel dans WhatsApp, par exemple, qui est massivement utilisé. Pour conclure, on se pose la question, le président français en a parlé un petit peu, quelle est l'Europe qui va sortir à l'issue du confinement? Voilà, beaucoup d'endettement. Voilà, donc on parle d'une nouvelle étape de l'aventure européenne. Voilà, donc à suivre. Nous, au sein du Hub Institute, c'est ce qu'on a pu voir et que je voulais vous présenter brièvement pour pas vous faire perdre trop de temps. Voilà, ça fait 20 minutes. Donc, Aziza, bonjour. Bonjour. Voilà, très heureux de vous avoir avec nous. Alors, avant de présenter, de représenter l'OCDE et de rentrer dans notre Q&A sur les 3 points, est-ce que vous pouvez un petit peu réagir à chaud sur les éléments que le Hub Institute a pu partager? D'abord, merci pour l'opportunité de me joindre à vous pour ce webinaire et bravo pour l'effort massif de collection d'exemples très concrets que vous avez conduit jusqu'à présent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit que l'on retrouve aussi dans l'inventaire que l'on a fait de ces réponses locales. Il y a quelques messages, à mon avis, qui se dégagent. Le premier étant que les pays, qu'ils soient membres ou pas de l'OCDE, vont avoir et ont déjà des capacités très différentes de répondre et de gérer à la crise en tant que telle. Et plus on est local et plus ces capacités varient.
elle varie en fonction des responsabilités et des prérogatives en matière de politique qu'ont les villes, et ce ne sont pas les mêmes. Les services de santé sont plus ou moins décentralisés d'un pays à l'autre, et ainsi de suite. Elle varie en fonction des capacités fiscales, des ressources financières dont elles disposent. Elle varie en fonction des services publics dont elles sont en charge. Et donc, il y a dans ce que vous avez montré des exemples très intéressants à différents stades d'avancée de la pandémie. Mais il faut garder en tête que d'un pays à l'autre, et parfois même au sein des pays, il y a des disparités très fortes dans les réponses qui peuvent être apportées, avec des fractures, et on y reviendra sûrement dans la discussion qu'il faut souligner. Le deuxième message qui ressort pour moi est l'usage et l'opportunité liée à l'usage de la technologie. Je pense qu'il y a dans beaucoup, alors évidemment avec l'emphase que le Hub Institute met sur ces aspects liés à apprendre l'innovation dans la gestion de cette crise, et on y reviendra, depuis les applications jusque des plateformes en ligne, en passant par l'usage du big data et ainsi de suite. On voit des choses très intéressantes dans les différents pays de l'OCDE. Et enfin, je crois qu'il y a derrière les réponses que vous avez mises en ligne deux points qui pour moi sont très importants. Le premier, c'est que quelle que soit la ville ou quel que soit l'exemple que vous avez donné, finalement, c'est toujours une responsabilité en partage. Et en partage pas uniquement entre les échelons locaux, régionaux et nationaux des gouvernements, mais aussi entre les acteurs publics, privés et associatifs. Et je pense que dans toute crise de gouvernance, on constate qu'en fait, la gouvernance, c'est pas juste les gouvernements. Et donc, c'est très intéressant de voir comment le secteur privé, notamment dans un certain nombre d'outils que vous avez partagés, contribue à la solution à cette crise sanitaire. Et le deuxième point, c'est que, et c'est peut-être un bémol, beaucoup de ces réponses sont des réponses, somme toute, assez court-termistes, c'est-à-dire que c'est des réponses qui cherchent à gérer et régler la crise aujourd'hui, et qui ne posent pas toujours, certains pays le font, certaines villes l'ont fait aussi, la question à long terme de ce que cela implique pour repenser de façon radicale nos modes de production, nos modes de consommation, les externalités environnementales qu'ils génèrent. Évidemment, il faut toujours saisir l'opportunité des crises pour faire ces changements de paradigme. On ne trouve pas toujours le temps de le faire, mais c'est très important de souligner qu'il n'y aura pas, ou il ne devrait pas y avoir, de retour à la normale sur ces aspects-là. Donc, merci pour ces exemples, et je vais essayer, dans la mesure du possible, de compléter très brièvement avec Oui, certaines actions que l'on a conduites à l'OCDE. avec plaisir. Alors, peut-être simplement sur la diapositive précédente, pour vous dire qu'on a mis en place une plateforme à l'OCDE pour réunir d'une certaine façon les réponses de politique publique des différents pays membres et partenaires dans la gestion de cette crise du coronavirus. Vous pouvez y trouver des exemples très concrets à l'échelle des pays, à l'échelle des villes. Et ce que vous voyez encadré en jaune, c'est une note avec une cinquantaine d'exemples de villes pour ce qui relève de la partie locale de la plateforme. Mais vous pouvez aussi y trouver des statistiques, des données, des estimations, notamment sur l'impact que cette crise va avoir sur nos économies et nos sociétés, et une carte avec en temps réel des données et des informations qui, je crois, en matière de projection, sont assez importantes. Donc, je vous invite à consulter la plateforme. On a 25 000 usagers en plus toutes les semaines, et c'est vraiment une source, une mine d'or d'informations pour les décideurs et les acteurs de la société civile. Le message qu'on fait passer à l'OCDE, c'est que cette crise, en réalité, elle va avoir un impact très fort sur nos économies et nos sociétés. C'est en réalité le troisième choc économique, social et financier du 21e siècle, après la crise du 11 septembre et après la crise de 2008. Non seulement parce qu'évidemment, elle paralyse la consommation et qu'elle gèle une grosse partie
partie de la production, mais aussi parce qu'elle génère des craintes, des anxiétés en matière de confiance, et qu'elle a un impact, contrairement à la crise de 2008, très fort sur les services. Et c'est pour ça que les villes et les contextes urbains sont particulièrement affectés, puisqu'ils concentrent une grosse partie de ces services. Et donc, c'est très important d'anticiper ces impacts sur l'économie. On a essayé de les quantifier dans une certaine mesure. On considère que pour chaque mois de confinement dans un pays, on a comme conséquence moins 2 points de pourcentage dans le PIB annuel, que si le confinement actuel continue pendant 3 mois sans aucune mesure compensatoire, cette baisse en termes de points de pourcentage sera de 4 à 6 points sur le PIB annuel des pays de l'OCDE. C'est énorme. Il y a des secteurs en particulier, le tourisme et les PME, qui vont être très, très affectés, avec pour le tourisme une baisse de plus de 70% sur l'année 2020. Il faut savoir que le tourisme représente aujourd'hui 4,4% du PIB mondial, à peu près 7% de l'emploi, plus de 20% des services à l'export. Les PME sont très affectés en France comme ailleurs, pas uniquement à cause de la baisse de la demande et des revenus, mais aussi à cause des implications en termes de main-d'œuvre et de travail liés au confinement et aux politiques y afférentes, et à leur plus faible capacité que les grosses entreprises à assumer, absorber une partie de ces coûts et de ces chocs à court et à moyen terme. Les PME, c'est 99% des entreprises, plus de 60% de l'emploi dans les pays de l'OCDE, plus de la moitié de la valeur ajoutée qui est créée, et donc un accent particulier sur cet écosystème local est vraiment nécessaire pour assurer ou minimiser, si je puis dire, les effets de la crise. Alors, dans ce contexte, les villes ont évidemment un rôle très important à jouer, puisqu'elles concentrent plus de la moitié de la population mondiale et 70% à l'horizon 2050. D'une part, et c'est la bonne nouvelle, elles sont a priori plus à même de gérer les effets de cette crise, parce qu'elles concentrent l'infrastructure en matière de santé, mais d'autre part, et c'est la mauvaise nouvelle, leur densité fait qu'elles sont également des accélérateurs de la diffusion de ce virus, puisqu'elles agissent comme hub avec, comme je le disais, une densité qui fait que les mesures de confinement et de distanciation sociale sont très nécessaires pour contenir le risque, et aussi le fait qu'elles concentrent ces villes la plus liées à la pollution de l'air, avec des implications en termes d'asthme, de bronchite, etc., qui rend ces populations, 7 millions de personnes par an, plus vulnérables au virus et à ses effets. Donc les villes ont un rôle très important à jouer en la matière, et on a avec Vincent distingué ces 3 domaines et qui sont un peu les questions du Ouais, webinaire. voilà, donc merci beaucoup pour ce propos introductif. Je rappelle juste du coup à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions directement dans l'onglet questions qui est juste à droite. Ça sera l'occasion dans la session de questions-réponses à l'issue de l'intervention de Aziza Akmouche. Ça sera l'occasion du coup d'échanger un petit peu tous ensemble. Allez-y Aziza pour la première question autour du coup de l'implémentation des mesures du coup des villes. Donc, dans cette note que je présentais en amont, on a fait un inventaire de toutes les réponses locales qui ont été apportées par différentes villes de toute taille, petites, intermédiaires, grandes villes dans les pays de l'OCDE, et qui révèlent qu'en réalité, les villes jouent un rôle double. Le premier est d'assurer la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures et de directives nationales, et notamment celles qui sont liées au confinement. Elles peuvent le faire évidemment en mobilisant leurs forces de police pour s'assurer que le confinement est respecté, mais aussi en fermant les parcs, les espaces verts pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures. Mais d'autre part, elle joue aussi un rôle plus bottom-up d'innovation,
d'expérimentation, puisqu'elles sont l'échelle à laquelle cette proximité avec le citoyen est optimale. Et donc, on a essayé de typifier ces mesures que l'on a organisées à l'OCDE autour de 6 catégories. Alors, ça n'a pas une vocation exhaustive, c'est un document que l'on va adapter au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie. On voit une première catégorie de mesures qui relève vraiment de la communication et de la conscientisation des citoyens, avec un usage, comme vous l'avez dit Vincent, très fort de la technologie, un foisonnement de portails en ligne qui permettent de concentrer l'information, de quantifier les effets sur l'économie, mais aussi le nombre de cas à l'échelle de la ville. On le voit dans des cas comme Édimbourg, comme la ville du Cap, comme Buenos Aires, des messages vidéo qui engagent les maires en personne avec beaucoup d'usage des médias sociaux, du Facebook Live, la mobilisation parfois de personnages publics. On le voit à Bratislava avec des personnalités connues qui sont à l'origine de BD, par exemple, qui permettent de conscientiser à travers les différentes générations sur cette crise sanitaire. Et puis des systèmes d'information de santé publique qui sont revisités à la lumière de l'information et des flux d'informations qui circulent aujourd'hui à l'échelle locale. Il y a toute une série de mesures qui relèvent vraiment des méthodes de travail, du télétravail et des trajets domicile-travail avec les villes qui, dans beaucoup de pays, ont montrer l'exemple bien avant les mesures de confinement national. On l'a vu à Rio, où le maire en personne a demandé à ce qu'il y ait une rotation dans les différents secteurs productifs de l'économie de Rio en matière d'horaire de travail. D'autres villes où les employés municipaux sont restés à la maison, entre guillemets, avant que des mesures nationales ne soient prises pour ce faire. Des choses qui sont faites en matière de transport, alors avec des débats autour de l'utilité ou non de la désinfection, mais on l'a vu dans un premier temps à Venise sur les bateaux, on l'a vu dans des transports publics, des rames entières de métro et de train en Asie. Une troisième catégorie de mesures qui relève de cette distance sociale, de ce confinement, j'en parlais au début avec la clôture, la fermeture d'un certain nombre de parcs, de jardins publics. Vous en parliez aussi avec ces mesures de tests au sein des voitures, dans des drive-thru comme on a vu à Daegu en Corée et comme on l'expérimente dans le 17e à Paris en ce moment. Toute une catégorie de mesures qui cherche à soutenir les groupes vulnérables. J'en parle pas tout de suite puisqu'on aura un point sur ça directement, et qui cherche à minimiser les différentes fractures que ce confinement et que cette crise sanitaire vont générer sur les populations vulnérables, mais aussi sur certains territoires. Toute une série de mesures qui relèvent de la continuité des services publics, avec notamment pour l'eau, par exemple, beaucoup de villes aux États-Unis, en France et ailleurs qui refusent les coupures pour non-paiement, des mesures qui sont prises en matière de gestion des déchets solides aussi. On le voit aussi sur les loyers, le non-paiement d'un loyer, évidemment ces jours-ci, n'entraîne pas l'éviction des résidents, et d'autres mesures sur la continuité des services publics locaux qui sont intéressantes. Et enfin, un dernier point sur le soutien aux PME et à l'écosystème local, avec des mesures à la fois financières, des fonds qui sont créés, on l'a vu à Madrid, plus de 3 millions d'euros collectés à ce jour, des exonérations fiscales qui sont mises en avant aussi par un certain nombre de municipalités, en plus de ce que les gouvernements nationaux prévoient, et d'autres mesures de soutien, d'accompagnement au quotidien des PME. Voilà, c'est juste une tentative Très bien. de cluster de ces différentes mesures. On va passer du coup au deuxième point. Donc le deuxième point que vous avez vous-même souligné, c'est le rôle de la technologie dans ces différentes initiatives, avec évidemment, on en a déjà parlé, des applications, des systèmes d'alerte par SMS, l'usage de vidéos, des cours en ligne avec des mesures comme à Moscou, où on voit de façon explicite une école électronique de Moscou qui se met en place pour assurer la continuité des systèmes éducatifs à l'échelle de la ville. La télémédecine,
le testing. Il y a toute une batterie de technologies que vous pouvez retrouver dans ces notes et que vous-même avez souligné, Vincent. Mais le message ici, c'est de dire que cette opportunité d'accélérer l'innovation, elle ne doit pas être pensée uniquement sur le plan technologique. Il faut que l'innovation se fasse aussi au niveau du secteur public local, dans la façon dont les administrations locales travaillent. On voit des conseils municipaux qui se tiennent par vidéoconférence, on voit une façon de repenser la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques locales. Et il faut que cette innovation, elle se fasse aussi en matière sociale et que à la fois cette combinaison d'innovation technologique, d'innovation sociale et d'innovation dans le secteur public local permettent en réalité de faire mieux, plus avec moins de ressources et au plus près des citoyens. Et c'est d'autant plus important, pour conclure ce point, que la confiance des citoyens dans leurs gouvernements locaux est bien plus importante aujourd'hui, y compris en contexte de crise, qu'elle ne l'est dans leurs gouvernements nationaux. On estime que 70% des citoyens dans les pays de l'OCDE n'ont pas confiance dans la capacité de leurs gouvernements nationaux à gérer les services publics en général, et c'est exactement proportionnellement inverse à l'échelle locale. Donc la technologie et l'innovation doivent se faire au service du renforcement de cette confiance. Très bien. L'occasion de passer à notre dernier point, justement sur les équités qui pourraient naître et être renforcées en période de coronavirus. Alors évidemment, on a beaucoup, dans le cadre du réseau de l'OCDE, des maires champions pour la croissance inclusive, travaillé sur ces questions d'inégalité, et il y a déjà un certain nombre de fractures qui sont exacerbées avec cette crise sanitaire, des fractures digitales évidemment, avec une très grande préoccupation liée au non-accès à ces technologies d'une grande partie de la population et aux asymétries que cela pose, y compris en termes d'équité, notamment le télétravail et au-delà, mais aussi des fractures territoriales entre les zones urbaines, les zones rurales. On ne vit pas le confinement de la même façon en fonction de ces territoires. Des fractures évidemment socio-économiques avec toute une batterie de mesures, des banques alimentaires, des suspensions d'éviction pour non-paiement de loyer, des efforts de recensement des populations les plus vulnérables. Il y a des villes en France où la taille permet d'appeler 3 fois par semaine les citoyens qui ont plus de 65 ans pour vérifier qu'ils vont bien, la réquisition de gymnases, d'infrastructures et autres pour les migrants, les réfugiés, les sans domicile fixe. Donc ces fractures socio-économiques sont très très importantes. Et enfin, des fractures démographiques qui sont évidemment tout aussi importantes, puisqu'on sait que la vulnérabilité des personnes âgées dans cette maladie et cette crise sanitaire est tout aussi importante, avec tous les débats que l'on a en France aujourd'hui sur les EHPAD et les risques pour cette partie de la population. Donc il faut anticiper ces fractures, il faut les quantifier, les mesurer, et il faut avoir des réponses de politique qui sont très ciblées. Et je conclurai juste en disant que c'est peut-être l'opportunité, puisque ce webinaire s'inscrit dans une réflexion sur la Smart City, de replacer vraiment les gens au cœur de la Smart City et pas en avoir uniquement une vision technocentrée ou technologique, et faire en sorte que finalement cette technologie et cette innovation servent aussi la lutte contre les inégalités, et notamment à l'échelle locale. Merci beaucoup, Aziza, pour ces propos éclairants. On l'a vu vraiment, ces 3 points, vraiment ces 3 très, très gros enjeux pour les villes et pour les territoires. Alors, on a beaucoup de questions. On ne pourra pas tout prendre, évidemment, mais une première question, ça serait, il y a eu évidemment d'autres crises sanitaires dans le monde que vous avez pu suivre au niveau des villes. Il n'y a pas de mesures non plus incroyables, mais comment réussir le déconfinement? Est-ce que vous avez des cas? Ou est-ce que vous avez déjà regardé par rapport à la crise Ebola, comment ça s'est passé par exemple en Afrique du Sud ou dans d'autres pays? Et vous avez des pistes pour accompagner les États membres de l'OCDE dans le déconfinement? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, il y a déjà des partages d'expériences qui se font avec des villes, mais aussi des gouvernements nationaux sur
sur les leçons apprises des précédentes crises sanitaires, Ebola, la grippe espagnole, influenza, etc., avec des temps divers et des usages différenciés de la technologie. Ce qui est intéressant dans la réflexion que conduisent des pays de l'OCDE aujourd'hui, comme la France ou l'Italie, et même ceux qui ont des approches un peu différenciées, comme aux États-Unis ou même les pays nordiques, c'est que tout le monde s'accorde à dire que le déconfinement en tant que tel devra être progressif. Qu'il faudra le séquencer à la fois dans le temps et dans l'espace, mais qu'il faudra surtout que cela serve à éviter ou à améliorer la résilience à plus court ou moyen terme et éviter une situation de paralysie équivalente en cas de récidive ou de reprise, soit de ce virus en particulier, soit d'autres crises sanitaires. Donc, il faut réfléchir en termes de politique publique à comment changer le paradigme, puisque nous, notre boulot, c'est vraiment d'accompagner les gouvernements sur les politiques publiques, comment en tirer les leçons en matière environnementale, en matière sociale, en matière de lutte contre les inégalités, et faire en sorte que le retour à la normale ne soit pas un retour à la normale, quelle que soit la durée et le séquencement du déconfinement. Voilà, je vais prendre une deuxième question. Là, c'est la question de David. Donc, je prends la question de Mathieu. La pollution baisse partout dans le monde et notamment en Chine. Sentez-vous du coup une prise de conscience de certaines villes malgré la crise? Voilà une question de Mathieu de chez Suez. Voilà. Oui, alors on voit déjà depuis une bonne dizaine d'années maintenant une attention vraiment incrémentale des villes et des maires, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Elle a été incarnée, elle est toujours incarnée par la maire de Paris, Madame Hidalgo. Et pourquoi? Parce que les villes, évidemment, concentrent plus de la moitié de la population mondiale, sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, produisent plus de la moitié des déchets solides, consomment les 2/3 de l'énergie. Et donc, elles sont à la fois partie du problème et de la solution, parce qu'elles permettent aussi de favoriser des transitions vers une économie plus circulaire. Et donc, cette conscientisation, elle démarre pas aujourd'hui, si je puis dire. Et dans beaucoup de pays, on voit que les gouvernements locaux ont accéléré leurs efforts lorsque les gouvernements nationaux n'ont pas nécessairement été à la hauteur. Donc, j'espère qu'effectivement que les effets bénéfiques, notamment sur la baisse de la pollution de l'air, vont continuer à catalyser cette action au niveau local et faire en sorte que la lutte contre le changement climatique reste la crise à gérer à très court terme. Très bien. On a une question de Sandrine. Pour pallier l'urgence, voilà, il y a du coup tout un élan de solutions low-tech. Voilà, la jugular innovation, comme pourrait le dire notre ami. Est-ce que du coup, ça a l'occasion pour la low-tech d'avoir ces lettres de noblesse? Voilà, enfin. Bah, peut-être que je peux vous laisser cette question. Je suis absolument d'accord et dire que vraiment toutes les technologies sont les bienvenues et toutes les innovations au-delà des innovations technologiques sont les bienvenues. Et au même titre qu'on met l'accent sur les PME qui risquent de souffrir de façon plus immédiate et plus exposée des conséquences de la crise par rapport aux grandes multinationales, il faut aussi que dans l'innovation, on mobilise les entreprises de toute taille et que l'on travaille à toutes les échelles. Bien sûr. C'est vrai, nous, juste pour témoigner au sein du Hub Institut, par exemple, si on prend le sujet de l'impression 3D, un sujet qu'on suit depuis presque maintenant 4 à 5 ans au Hub Institut, on le traitait de manière vraiment très assidue. Il y avait un espace très important qui était dédié à l'impression 3D au CES tous les ans, qui s'est réduit chaque année. Et on voit du coup en quelques semaines l'importance de l'impression 3D pour produire des pièces, voilà, aider à la création de masques, de visières. Donc, en quelques semaines, on a vraiment des cas concrets d'innovation frugale. Alors, je prends une autre question rapidement de Sabrina. Voilà, comment faire en sorte que quand le business reparte, il reparte pas un peu as usual et qu'on ait vraiment pris conscience de la situation et que on pense un peu la ville et la vie, on va dire, de manière un peu différente. Oui, je pense que ça, c'est pour le coup une responsabilité en partage à la fois des décideurs locaux. On a vu ces dernières années une prolifération de Chief Innovation Officers, Chief Resilient Officers, Chief Data Chief Officers. Il faudrait Corona peut-être virus Chief officer bientôt. Crisis Officers.
Mais c'est vraiment une responsabilité en partage et j'ai envie de dire du citoyen en tant que tel, hein, qui doit vraiment tirer de cette expérience toutes les leçons en matière de mode de vie, de qualité de vie, de façon de travailler, de prioriser, de hiérarchiser. Et je pense que ça aura permis d'une certaine façon de mettre la lumière sur le rôle des autorités locales en matière de santé. Il faut savoir quand même que dans la plupart des pays de l'OCDE, la santé reste une prérogative extrêmement centralisée, à l'exception de quelques structures fédérales. On voit en Italie un schéma inverse où on a un très très grand niveau de décentralisation de la santé, mais où la crise justement a permis, avec des provisions dans la Constitution, de recentraliser un certain nombre de ces prérogatives à court terme pour gérer la crise. Mais de façon générale, je crois que la santé et le local, qui reste un domaine très peu exploré jusqu'à maintenant, mérite une attention particulière pour voir comment est-ce que de façon plus immédiate, les villes peuvent contribuer à non seulement gérer les dommages collatéraux de crise sanitaire, mais aussi faire en sorte que leurs infrastructures soient pensées en amont de façon plus résiliente. Je prendrai deux dernières questions que je fusionnerai. Donc, il y a Olivier, en fait, qui évoque un peu le cafouillage entre État, ville et région en France. On le constate, hein. Il suffit de voir la commande de masques, par exemple, en Asie. Et la question de François qui dit est-ce qu'il n'y a pas une prime un peu aux pays un peu dirigistes comme la Chine ou Singapour qui en gros ont eu des meilleurs résultats que tout le monde. Voilà, alors juste en termes de dictature, moi je suis un peu ce qui se passe en Biélorussie. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en Biélorussie. En gros, il n'y a pas de confinement. Si vous allez sur l'équipe.fr, ils continuent à jouer au foot et le championnat n'est pas arrêté. Ils sont contents, ils pensent qu'il ne va rien se passer du tout. Donc, le niveau de dictature ou de démocratie n'est pas forcément démonétaire commun. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est est-ce qu'il y a quand même une prime au pays quelque part organisé, c'est plutôt ça. Et de l'autre, est-ce qu'à l'issue de ce qui s'est passé, les process, par exemple, hein, qu'on avait vu en France, moi à l'époque j'étais au gouvernement en 2011, sur le H1N1 ou la grippe aviaire, est-ce que du coup il n'y a pas vraiment de vrais process pour se dire si ça revient l'année prochaine, est-ce qu'on n'est pas mieux cette fois-ci vraiment organisé? Et ça sera du coup notre question de la fin. Alors, de toute façon, toutes les crises sont des apprentissages. Et l'essentiel, c'est que les leçons soient tirées. Et je pense qu'en France comme ailleurs, il y aura le moment de la réflexion et de la distance et de l'apprentissage. Cette question de la coordination entre les niveaux locaux, régionaux et nationaux, très honnêtement, elle est récurrente, quel que soit le système institutionnel et constitutionnel. Alors évidemment, en France, on a une hyper fragmentation des municipalités, mais avec des mécanismes aussi très solides de consultation et de coordination, y compris à l'échelle métropolitaine. Donc c'est quel que soit le domaine de politique publique et quelle que soit la nature de l'allocation de ces rôles et de ces responsabilités, une question, celle de la coordination et de la fluidité de l'interaction et de l'interdépendance entre ces niveaux de gouvernement qui doit être une priorité parce qu'on ne peut pas répondre à une crise de cette ampleur en n'ayant que des mesures locales isolées et indépendantes ou que des directives nationales dont on estime que naturellement elles vont être mises en œuvre de façon très fluide et naturelle. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important, mais on l'a vu en France comme ailleurs, en Italie, aux États-Unis et ainsi de suite. Pour ce qui relève de la discipline liée au confinement, il est sûr qu'en France, un confinement à la chinoise aurait été très difficile dans un premier temps, mais je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la conscientisation et la responsabilité individuelle des citoyens. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place toutes les mesures nationales et locales si l'usager citoyen, en l'occurrence, ne les intègre pas dans son mode de vie quotidien. Les mesures coercitives, quelles qu'elles soient, seront nécessaires évidemment, mais ne changeront pas la donne. Donc je pense qu'il faut combiner les politiques publiques avec la responsabilité individuelle et je crois qu'en France, finalement, après 2 ou 3 semaines de confinement, on voit le système se mettre en place. Merci beaucoup, Aziza, pour ces échanges et pour avoir répondu aux questions. On était vraiment très heureux de vous avoir avec nous.
Voilà. Et pour rappeler du coup nos prochains rendez-vous sur lesquels on peut déjà se positionner. Donc, on aura comme prochain rendez-vous les webinars qui vont arriver. Attends, juste un instant, j'arrive. Voilà. Donc, le 5 mai, voilà, sur la ville durable. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant. L'occasion un petit peu d'échanger sur ce sujet. Et on aura un Uptalk. Alors, les Uptalks, c'est les conférences. Hein. Chez nous, on est 80, entre 80 et 100. Donc, il sera chez nous le 26 mai s'il y a le déconfinement et en ligne. Du coup, si c'est pas encore, on est encore confiné. Et je rappelle les 2 grands rendez-vous. Donc, en tout cas, le 30 juin, le Hub Cities Summit. On vous attend tous, du coup, pour les décideurs des villes. Et notre réunion, le Hub Digital Health Forum, le 7 juillet. Voilà. Je voulais vraiment tous vous remercier d'être restés au bout de ces 45 minutes et d'avoir du coup posé toutes ces questions et d'avoir participé, j'espère, de manière collective à essayer d'échanger sur les bonnes pratiques et d'essayer de prendre les décisions, les bonnes décisions tous ensemble. Merci Aziza, merci à tous et à très bientôt.